Monde numérique. En plus de ça, politiquement en ce moment, tout ce qui est souveraineté, technologie européenne et idéalement technologie européenne d'abord pour le marché européen, on y croit beaucoup. La réglementation va dans ce sens-là. Il était temps que les Européens se réveillent. On va dire que c'est peut-être la dernière chance pour pas devenir définitivement une colonie numérique ou 480 millions d'esclaves numériques. Oui, il faut y aller. Effectivement, c'est tard. C'est 50 ans après les Américains, les Chinois, les Japonais qui ont toujours privilégié leur techno pour leur marché. Donc là, oui, ça se réveille. Bonjour Philippe Noton. Bonjour Jérôme. Vous êtes CEO de la société SeaPearl, une entreprise française. Alors on déplore souvent le retard français et européen en matière de technologie et aussi le manque de souveraineté. Mais donc il se passe des choses que l'on ne sait pas forcément, mais votre entreprise, SeaPearl, est en train, elle, de développer le premier microprocesseur souverain qui équipera un supercalculateur européen. Alors vous allez nous expliquer tout ça. D'abord en quelques mots, SeaPearl, ça existe depuis quand? Quelle est votre activité? Alors SeaPearl est une société semi-conducteur. Donc on développe des puces électroniques. La société est créée en 2019, le premier employé en 2020, et entre 2020 et aujourd'hui, on est monté jusqu'à 200 personnes, donc 75% en R&D, pour monter l'équipe, développer l'expertise et arriver à mettre le premier produit, donc le premier processeur sur le marché. Vous avez fait plusieurs levées de fonds, je crois? On a fait une série A en 3 tours. On a terminé la série A, c'était en juin 2025, donc il y a quelques mois, avec 130 millions d'euros, ce qui est quand même une des plus grosses Bravo. séries A françaises et a priori la plus grosse en Europe en semi-conducteur. Parce que le semi-conducteur, ça a des avantages, c'est que ça peut ramener beaucoup, beaucoup d'argent, mais ça coûte très cher à développer. Bon, on a réussi à la passer Mais et là on lance une série B, bien évidemment, parce qu'il faut préparer la suite. ouais. Alors c'est formidable parce que j'ai l'impression personne ne sait que la France fait des semi-conducteurs, donc et en l'occurrence des microprocesseurs. On a l'impression que ça c'est américain, chinois, enfin et puis taïwanais pour la fabrication. Alors, c'est taïwanais dans tous les cas pour la fabrication, Ouais. parce qu'aujourd'hui, pour des process avancés, notre premier processeur, c'est en 6 nanomètres. La génération 2 qu'on a lancée là sera en 3. Aujourd'hui, c'est TSMC Taïwan. À terme, on verra, Mmh. c'est un autre sujet. Maintenant, il y a quand même une tradition du semi-conducteur en France. Il y a des très grosses sociétés type ST. Oui, bien sûr. Mais ST Micro, et voilà, cetera. C'est vrai, les c'est vrai. micros, il y a Solvay, J'ai évacué ça un peu vite. mais alors, c'est sur d'autres, on va dire, un autre écosystème, d'autres types de Ouais. composants, et en microprocesseurs très évolués comme on le fait. Il n'y en a pas eu en Europe depuis 40 ans. Le dernier, c'était ce qu'on appelait le transputer Inmos, là, qui a été fait en Angleterre. Il était temps d'y retourner, parce que le marché est quand même colossal, ce qu'on voit tous les jours avec ce qui se passe avec AMD, Nvidia, Intel, encore un petit peu. Donc, il était temps d'y aller. Et comme il y a de plus en plus de calculs partout, je dirais, ça va de la voiture au data center, cloud, intelligence artificielle, etc. Il était temps de faire quelque chose. Et c'est une impulsion qui a été donnée par Bruxelles en 2017. Mmh. Montage de consortium européen, programme de recherche. On est la première incarnation privée de ce que peut faire ou ce que peut amorcer Bruxelles en termes de recherche et de développement technique pour vraiment avoir des produits pour le calcul. Donc c'est une longue gestation pour arriver sur le marché l'année prochaine. Avec ce processeur qui s'appelle donc Rhea One, Pour c'est la, ça? pour la Rhea première 1, version, tout à fait, oui. voilà. Alors c'est quoi sa fiche technique à ce processeur? Alors, on a fait un choix technologique, stratégique et financier de travailler avec ARM. ARM très connu parce qu'ils sont dans tous les smartphones, ils sont Ouais. dans toutes les télés, ils sont dans Donc les c'est set-top un box. certain type d'architecture, c'est ça? C'est une architecture ARM qu'on peut opposer à l'architecture historique qu'on appelle x86, qui a été créée par Intel il y a plus de 40 ans. Mmh. Avec AMD est également sur l'architecture x86, mais on est sur un jeu d'instruction qui est assez ancien, qui marche toujours très bien, mais ARM, avec leur héritage et leur culture en termes de la basse consommation, parce que, comme dit, ils viennent de smartphones, donc ils savent gérer la batterie. Et qui dit data Mmh. center, on n'est pas sur batterie, mais on a besoin d'avoir des ratios énergie très très bons pour produire beaucoup de calculs en consommant moins. ARM est un choix de l'architecture qui est très bon. Il faut savoir que les GAFAM, donc AWS, Azure, etc., développent eux-mêmes leurs propres composants pour leurs besoins Mmh. internes, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Ils peuvent facilement, c'est méthode US, mettre 1 milliard pour développer un composant. C'est sur base ARM. Donc, il y a de plus en plus de serveurs, ce qu'on voit pas forcément,
qui sont sur base ARM. Et il y a une transition lente qui est en train de se faire du monde x86 vers le monde ARM. On en fait partie. En Ouais. travaillant sur la base d'un cœur ARM, qui est le V1 pour notre premier chip, qui sera là, et j'irai d'autres cœurs encore plus évolués pour la suite. On arrive avec un produit sur le marché qui va avoir directement un écosystème logiciel. Ça ne sert à rien de faire Mmh. du hardware si vous n'avez pas d'écosystème logiciel autour. Ouais, On leur bien dit, sûr. bah, si vous louez un serveur chez AWS ou chez Azure, vous pouvez avoir des serveurs ARM et toutes vos applications, qu'elles soient Linux, Microsoft, peuvent déjà tourner dessus. À quoi il va servir ce processeur? Où est-ce qu'on pourra le trouver, Alors, dans un premier temps, on va dire, c'est un usage très élitiste, on va dire très typé Formule 1, qui est ce qu'on appelle le supercalcul. Il y a une première tranche de supercalculateur qui a été inaugurée en Allemagne, qui s'appelle Jupiter, qui va être l'année prochaine le plus gros supercalculateur européen. C'est une machine qui a un budget de 300 millions d'euros, qui est là pour faire du calcul scientifique, qui est là pour faire de l'intelligence artificielle, donc qui est à Aix-la-Chapelle. Nvidia fait la partie entraînement, c'est-à-dire pour Mmh. entraîner des très gros modèles. Nous, on est sur la partie CPU, qui est le cluster de CPU, faire du calcul scientifique pour faire de l'inférence. Donc on a la chance d'avoir le premier client, le premier déploiement, ce qui nous permettra de prouver qu'on était capable de faire le chip, le mettre en production, le tester, poser le soft dessus et de le déployer chez un premier client. Mmh. Ouais, effectivement, j'imagine qu'avoir ces perspectives de développement, c'est notamment ce qui rassure vos investisseurs. C'est-à-dire vous partez pas comme ça dans la nature, vous savez où vous allez. Non, parce qu'il y a un marché qui est pas Ouais. approuvé. Je dirais ce marché est juste colossal. Si on met supercalculateur, data center, c'est juste énorme. Enfin, ce qu'on voit tous les Mmh. jours. 2, il y a clairement une vision européenne, un support européen. Je dirais c'est de là qu'on vient, qui est juste énorme. En plus de ça, politiquement en ce moment, tout ce qui est souveraineté, technologie européenne et idéalement technologie européenne d'abord pour le marché européen. Mmh. On y croit beaucoup. La réglementation va dans ce sens-là. Il était temps que les Européens se réveillent. Marquez les petites étoiles, hein, jaunes et bleues. Mmh. Heu, Vous êtes très corporate, avec votre t-shirt drapeau européen, je ouais. supporte, un de mes gros investisseurs parce qu'on est ce qu'on appelle, enfin, un de nos gros investisseurs, c'est l'EIC, European Innovation Council, qui est le plus gros fonds deep tech européen. Ils ont mis plus de 6 OK. milliards enfin pas chez nous, mais 6 milliards au total. Voilà, parce qu'il y a clairement une vision européenne, un ADN européen et pour mettre de la techno européenne dans les systèmes européens plutôt que de la techno américaine. Je dirais les technos. Mais c'est récent ça, non? C'est pas un peu un sursaut pas de dernière minute, mais Et on va dire que c'est peut-être la dernière chance pour pas devenir ouais. définitivement une colonie numérique ou 480 millions d'esclaves numériques. Oui, il faut y aller. Effectivement, c'est tard. C'est 50 ans après les Américains, les Chinois, les Japonais qui ont toujours privilégié leur techno pour leur marché. Mmh. Donc là, oui, ça se réveille. Et il y a une accélération énorme de toutes ces problématiques de souveraineté, de technologie locale, et cetera. Donc on espère que ça va aller jusqu'au bout parce que l'Europe, ça reste quand même compliqué. Mais c'est très bon, que ce soit pour nous ou pour tous les contributeurs européens, parce qu'il y en a sur toutes les couches de ce qu'on va appeler ce qu'on appelle Eurostack, la stack qui va des couches basses, c'est-à-dire le matériel, Ouais. du middleware, et après des applications, ça va jusqu'à du Mistral, du Chat, et cetera, qu'il faudra à terme poser quand même sur du hardware européen. Ouais. Philippe Noton, qu'on comprenne bien, quel est l'intérêt d'avoir un processeur «souverain» entre guillemets? Alors, il y a énormément d'intérêts. Il y a des intérêts, si on démarre par les intérêts indirects. Aujourd'hui, si vous achetez du matériel américain ou du matériel étranger, vous financez de la R&D étrangère. Donc Mmh. l'expertise va continuer à se développer à l'étranger. Si vous voulez faire avancer la recherche et développer des ingénieurs ou de la compétence européenne, c'est quand même mieux d'acheter des produits locaux. Ça, c'est le premier. Mmh. Après, il y a une simple histoire de transfert de fonds. Aujourd'hui, quand vous achetez, on parle de data centers, de classe gigawatts, voire au-delà. Si ces data centers sont exclusivement basés sur du matériel étranger, vous ne faites qu'alimenter des forces étrangères. C'est exactement ce qui Mmh. s'est passé dans les années internet il y a 20-25 ans. Il y a eu énormément de startups françaises, européennes qui ont créé des applis web et ce genre de choses. Qui en a profité? C'est essentiellement Google. AdWords à l'époque, location de serveurs, et cetera. Donc tout cet argent est parti. Si aujourd'hui, il n'y a pas un réveil côté souveraineté, ce genre de choses, ça va être pareil, c'est un transfert de valeur là-bas. On va pas oublier, ça profite aux étrangers, ça profite pas aux Européens. Donc il y a une histoire de cercle vertueux à lancer. Ça, c'est on va dire, des aspects très, très politiques ou financiers. Après, il y a les Mmh. problématiques d'export.
Il y a énormément de discussions, enfin ça c'est pareil, on apprend tous les jours dans la presse parce que suivant l'humeur de l'administration US, oui, vous avez le droit d'avoir des GPU, alors les Chinois, vous avez plus le droit, 2 mois après, vous avez de nouveau le droit, vous avez plus accès aux outils de conception, finalement, vous y avez de nouveau accès. Les Européens, on vous aime bien, vous y avez accès. Après, finalement, on décide de fragmenter l'Europe en deux. Il y a les good guys et les bad guys. Les good guys, mais bon, les Français sont encore dessus. Ils ont pas de quota, ils ont accès à tout ce qu'ils veulent. Les bad guys en Mmh. Europe, je crois qu'il y avait Portugal et Suisse, ils y ont plus accès. Quelques semaines après, les Américains vont dire, bah, finalement, c'est America First. Les Gain Act sont d'abord les GPU pour les Américains, les Européens sont servis en dernier. Donc, on attend quoi? On attend qu'ils nous coupent les vivres. Et Mmh, mmh mh. C'est ça le risque. bah, le Ouais. risque est énorme. Et là encore, on est sur du civil. On est sur de l'intelligence artificielle. Dans de la défense, ce qui est, je dirais, enfin, du dual, ce qui est quelque chose qu'on a annoncé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y a des besoins de calcul partout, que ça soit sur du cloud de combat ou du calcul embarqué dans les avions, des bateaux et ce genre de choses. C'est fait sur la base de composants américains, de l'Intel, de l'AMD. Donc, si on décide de couper les vivres, ça ira. Mmh. En plus de ça, on entend parler de temps en temps de kill switch. Il y a eu le cas là avec Nvidia sur la Chine, c'est-à-dire la possibilité de tuer à distance des composants, de backdoor, c'est-à-dire la possibilité de rentrer sur ce type de composants. Quand vous achetez des composants étrangers, vous n'avez aucune garantie. Dans notre cas, on maîtrise le code source, on sait exactement ce qu'il y a dedans et on peut rassurer les autorités sur le fait qu'il n'y a pas ce type de choses. Donc ça fait partie des avantages ou unique selling points comme on dit sur ça. En plus de la techno elle-même, qui est très évoluée en termes de sécurité, en Mmh. termes de consommation, en termes de débit de. Ouais, alors justement, c'est ça, votre, Rhea 1, si on en croit la fiche technique, il est pas seulement souverain, il est également, haute performance, basse consommation, c'est ça? Est-ce qu'il vraiment est-ce que ça veut dire qu'il est, apte à rivaliser avec les meilleurs équivalents étrangers du moment? Alors sur le premier marché qu'on a gagné, le marché, Jupiter en Allemagne, oui, on était en concurrence avec un américain historique, bien connu, on a gagné. Je dirais On peut dire qui c'est? ouais, C'est qui? Intel ou c'était Nvidia? un CPU Intel versus un CPU Cipher. Nvidia, c'est la D'accord, partie training, donc GPU sur laquelle on n'est pas en concurrence, on est clairement sur du OK. CPU. Oui, on a Vous, c'est que l'inférence pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'utilisation, mais pas les entraînements alors de modèles, c'est ça? c'est soit du CPU, ce qui permet de faire on va dire du calcul universel très polyvalent, ou du Mmh. calcul scientifique haute précision, ou de l'inférence. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de modèles dans le chip, ce qui nous permet de stocker, tout le modèle LLM et de faire des calculs comment dire? Très rapides. Mais c'est pas du training qui aujourd'hui, enfin globalement Nvidia est loin devant tout le monde dessus et D'accord. c'est un marché sur lequel aujourd'hui on ne se risque pas à aller parce que les budgets qu'il faut développer pour, arriver à sortir une technologie, équivalente sont juste énormes. À terme, il faudra le faire, ce serait bien qu'il y a quelques sociétés en Europe qui essayent de faire, mais c'est pas notre segment parce qu'on peut pas tout faire. Enfin, on peut pas tout faire au début. Mais là, sur ce segment-là, vous êtes les premiers, vous êtes les seuls en En Europe? CPU en Europe, on est tout seul, tout à fait. Bravo. Et donc oui, je disais, est-ce qu'il est capable de rivaliser? Oui, puisque vous avez, remporté cet appel On a le d'offres. premier marché, tout à fait. Alors après, Mmh. évidemment, on est sur des technologies très Ouais, mais il y a peut-être fort. l'argument de la souveraineté aussi qui est Alors, pris en compte. l'argument de la souveraineté aide. Maintenant, on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas vendre un produit uniquement parce qu'il est souverain. Mmh, Il tout faut à être meilleur, il faut être idéalement moins cher, ou s'il est équivalent et aussi bon, oui, la souveraineté peut aider, mais ça suffit pas. Alors à terme, ça va peut-être énormément aider, entre autres sur des marchés publics, mais il faut l'ensemble. Il faut être shérif, il Mmh. faut rester compétitif et on Alors il est peut y arriver gravé grâce à ARM et le type d'architecture qu'on utilise justement. ouais, pour parler un peu technique, donc il est gravé en 6 nanomètres, hein, c'est la finesse de gravure. Avant, on parlait beaucoup du nombre de composants qui étaient contenus, c'est-à-dire de milliers de transistors qui étaient mais les 2 sont liés en fait, c'est la finesse. Bon, évidemment, c'est dans les on va dire les standards du moment, mais il y en a certains qui sont déjà plus loin, hein. Il y a Intel, Samsung qui visent du 2 nanomètres, et cetera, Oui, c'est normal, c'est la fuite en avant. Donc notre première génération était 6 nanomètres parce que quand vous êtes une boîte émergente, vous pouvez pas taper directement dans les technos les plus évolués. Un, parce que vous avez pas les budgets et il faut, prendre des galons avec TSMC.
Maintenant qu'on a lancé une Donc TSMC, alors attendez, il faut qu'on explique bien parce que tout le monde n'est pas, forcément hyper au parfum de comment ça se passe. Vous concevez, vous êtes les cerveaux, vous dessinez ce processeur, vous le concevez, vous faites les plans, vous faites les logiciels et tout et puis après vous donnez tout ça à TSMC, donc cette société taïwanaise qui est en position de leader mondial absolu, tout à fait. qui a les machines et le savoir-faire pour les fabriquer. D'ailleurs des machines qui viennent d'Europe. Ça c'est hein? C'est la filière ASML, tout à fait. Les machines Voilà, de ASML. lithogravure, ça vient d'ASML. Donc vous confiez tout ça à TSMC, On et vous disiez pour faire encore plus fin, c'est encore plus alors, difficile et voilà, encore plus il cher? y a donc plusieurs aspects derrière. Là, on a démarré du 3 nanomètres sur la deuxième génération. D'accord. Effectivement, plus c'est petit, plus c'est cher, mais plus vous pouvez mettre de transistors par millimètre carré, donc plus vous Mmh. pouvez faire de calculs par millimètre carré et moins vous allez consommer par transistor. Donc c'est une fuite en avant en termes d'intégration, en Mmh. termes de Bon, c'est la loi de Moore, hein, ça fait 40 ans que ça dure, mais 40 ans que c'est de plus en plus cher. ou Donc peut-être c'est plus voilà, même d'ailleurs, hein, je dirais 60 ans même. les chips, enfin les puces que je développais il y a 10 ans et à 15 ans, on les faisait pour beaucoup moins cher. Bon, c'était dans Ouais, les standards de l'époque. Aujourd'hui, c'est énorme. On a mis plus de 200 millions d'euros sur notre premier processeur. C'est le coût à d'accord. payer pour ce type de techno. 200 millions d'euros de recherche et développement pour ce Rhéa Pour 1. envoyer le premier en production. C'est le OK, coût à payer, pour former une équipe, pour ouais. avancer, et ça va pas se calmer sur les générations suivantes parce que les process étant plus avancés, ils sont encore plus chers. C'est le C'est incroyable, on n'imagine pas la comment dire? La monstruosité de la chose, en fait. Pour fabriquer, ces minuscules petites puces. Et alors dans notre cas, c'est plus si minuscule que ça parce qu'on est sur une puce qui a un boîtier qui fait 7 centimètres sur 7. Ah ouais, d'accord, Voilà, donc c'est un gros machin déjà, hein, c'est 4 fois plus gros que le processeur Intel que vous pouvez avoir sur votre PC ou sur votre laptop. C'est beaucoup plus cher mmh. aussi, ça consomme plus, mais ça produit beaucoup plus de calculs. On est sur des composants qui sont, on va dire, très haut de gamme. C'est pas prévu pour entrer dans votre PC portable, ce qui est un autre, on va dire, ce qui est un autre segment. Maintenant, Ça pourrait arriver ça? Vous pourriez aller là-dessus? ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est un segment qu'on appelle consumer, qui est très agressif en termes de prix. Grand public. C'est très grand public, c'est pas le sujet. Alors il y a des Mmh. technos parallèles sur des puces beaucoup plus petites, c'est pas le sujet à voir à terme. On est plutôt sur on va dire sur haut de gamme. Je dirais Formule 1, voiture premium allemande. Après, on verra si on fait de la Dacia ou Ouais, Clio. C'est un autre sujet. Mais j'aimerais revenir sur un point, parce que là, vous parliez de TSMC. Effectivement, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle une société fabless, sans usine. OK. On fait la conception, on fait le logiciel, on va jusqu'à faire les cartes, c'est-à-dire les cartes mères, mais c'est TSMC à Taïwan qui est en charge de la production. C'est-à-dire qu'après qu'on en produise 1000, 100 000 ou 1 million, on n'a pas de problématique de montée en échelle. TSMC sait produire. Et aujourd'hui, les faiblesses, c'est AMD, c'est Qualcomm, c'est Nvidia, c'est les GAFAM qui produisent leurs propres puces, c'est Apple qui produit ses propres composants sur base ARM également. C'est très tendance et dans tous les cas, de toute façon, on ne pourrait pas créer une société aujourd'hui et aller directement sur une usine, c'est pas pensable. On est sur des budgets colossaux, je dirais c'est plus de 30 milliards et vous Mmh. avez toute la politique qu'il y a eu entre TSMC et les États-Unis pour que TSMC, Bah oui, les États-Unis aimeraient bien avoir quand même leurs propres usines, hein, Donald Trump l'a dit. il a gagné vu que TSMC ouvre une usine de 4 nanomètres en Arizona. Mmh. Maintenant, les process les plus avancés, ceux qui nous intéressent, sont chez TSMC à Taïwan. Après, il y a d'autres usines comme, je dirais Samsung en Corée du Sud, vous avez Rapidus au Japon, qui à terme vont arriver à faire des systèmes Mmh. équivalents, mais pour l'instant, c'est Europe. Ouais, parce que c'est une autre forme de dépendance. De C'est une autre forme de dépendance, tout à fait, si ce n'est que les Américains ont mis les moyens pour avoir des fabs chez eux, mais ils ont également des produits pour remplir une fab. Ce qui est pas le cas en ouais. Europe aujourd'hui, parce que si vous mettez une usine 3 nanomètres ou 2 nanomètres en Europe, il y aura Cypearl pour produire chez eux, il y aura peut-être quelques autres sociétés, mais ça suffit pas pour justifier une usine. Donc, il faut créer de la demande, il faut avoir des produits et après, il peut y avoir, une usine. Un véritable écosystème donc. Alors donc là, il est en production, vous dites? C'est-à-dire que vous avez tout envoyé à TSMC et puis, Et c'est ça, ils vont le on attend l'heureux événement. Donc là, waouh! Qui est prévu pour on est quand? sur une gestation de 7 mois, parce qu'il y a plus de 1000 étapes en production pour cette Waouh! puce-là, qui est pas ce qu'on appelle une puce monolithique. En fait, dans le même boîtier, il y a 7 puces, il y a un nano-circuit imprimé, ce qu'on appelle un interposeur. C'est ce qu'on appelle l'intégration 2,5D. Donc la puce est énorme. 1000 étapes en production, 7 mois. Le bébé va revenir d'usine début février.
Et là, on fait la mise au point, on va poser enfin, Début février. on va l'allumer progressivement, on va poser le logiciel dessus, s'assurer que ça se comporte comme il faut, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la qualification, pour éventuellement corriger des bugs, et après envoyer la production. OK et la livraison à Jupiter, c'est pour quand alors? Alors, il faudrait que ça soit idéalement fin 2026. Et alors nous, on ne fait pas une livraison directement à Jupiter. Notre client, c'est Eviden, donc les Français, les anciens d'Atos, enfin Bull, le gros fabricant européen de supercalculateurs. C'est eux qui intègrent notre puce sur leur carte mère, OK qui font les racks complets, c'est-à-dire pour en faire un supercalculateur, et qui délivrent chez Jupiter. et qui fabrique Jupiter? Qui est le maître d'œuvre de Jupiter? Bah, justement, c'est Eviden, donc Ah, c'est les Eviden, voilà, d'accord, donc c'est français? les Français, tout à fait, Heu, tout à fait. ouais, bah, Et ce qui cocorico. voilà, et ce qui est intéressant sur ça, c'est que vous avez un intégrateur français, Eviden, qui pré-intègre la machine à Angers avant de la shipper avant d'expédier sur l'Allemagne. Et Mmh. sur la partie, CPU, c'est sur la base d'un processeur français qui est une grosse composante de la valeur de ce type de machine. Il suffit pas de faire l'intégration, il faut également maîtriser la partie silicium. Ouais, bien sûr. Vos équipes, c'est quoi? C'est qui? C'est que des Français? Voilà. C'est quel Il y profil? a bien longtemps qu'on ne recrute plus que des Français. Enfin, c'est tellement compliqué, il y a une grosse pénurie. En fait, en Europe, il y a Mmh. plusieurs pénuries. Il y a la pénurie de cash pour financer les startups. Il y a la pénurie de talent. Il y a pas assez d'ingénieurs, ou surtout pas assez d'ingénieurs qui vont aller dans l'hardware. Et après, il y a une pénurie d'accès au marché qui est compliquée. Donc dans notre cas, là, on est globalement 200. On a 6 centres d'R&D. On en a 4 en France. On en a un en Espagne et on en démarre un en Italie, avant d'ouvrir Europe. Pourquoi? Parce qu'il faut être proche ce qu'on appelle des talents et des bassins de compétences. Dans Mmh. notre cas, c'est l'Île-de-France qui est quand même très connue pour tout ce qui est logiciel. Enfin, il y a toute l'électronique de défense qui est en Île-de-France. Grenoble, qui est D'accord. l'écosystème du semi-conducteur, et Sophia Antipolis, qui est un autre bassin de compétences. Barcelone, qui est très connue dans le monde du calcul, également du semi-conducteur. Et on est en Italie, à Bologne, près d'un centre de recherche, c'est-à-dire près des bassins de compétences, pour amener les bureaux aux ingénieurs. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez plus aux ingénieurs de déménager. Voilà, c'est pas ça. Vous Ah oui, amenez vous amenez la R&D chez eux, ils c'est travaillent au bureau, ils ouais, travaillent chez voilà, ça fait partie du truc. Faut être faut globalement, qu'ils acceptent de travailler voilà. avec vous. On a aujourd'hui, on est sur une boîte qui est très, on va dire, très universaliste. On a 24 nationalités. Donc Mmh. recruter que des Français aujourd'hui, c'est simplement pas possible. Il y Ouais. en a pas assez, ou Non, bah, voilà. ça dit les Américains ont le même problème, hein. Les Américains ont le même problème, tout à fait. C'est global, ce qui est plutôt plaisant pour des ingénieurs, parce qu'ils se retrouvent directement, bah, déjà, bon, c'est une PME, mais dans un environnement international. Ouais, ouais, tout à fait. Super, bah, écoutez, c'est super, hein, bravo, félicitations, on sent qu'il se passe des choses, enfin d'une espèce d'énergie, positive comme ça, française et européenne et ce Jupiter, ce sera lui aussi, ce sera une première en fait, en termes de puissance, de Bah, capacité de ça va calcul être et cetera? alors là, ils sont en train de l'allumer progressivement sur toute la partie entraînement. Donc la partie NVIDIA, oui, ça va être la plus grosse machine européenne. OK. Avant, ce qu'on appelle de classe exascale, donc 10 puissance 18 en termes de puissance de calcul, avant d'être supplanté par la machine française. Donc on va beaucoup parler dans les semaines à venir, parce que ça va être la fin de l'appel d'offres, on appelait dans le temps Jules Verne, qui maintenant s'appelle Alice Recoq, qui c'est un double budget, qui va être géré Ouais. par le CEA et on dirait Gency, pour un déploiement en 2027. Et là, c'est pareil, Alice c'est une Rocotte machine colossale, c'est un data center complet, en fait, ouais. Alice Rocotte qui était, une informaticienne ah française, voilà, tout à fait. hein, totalement méconnue, mais à laquelle on doit beaucoup. Et elle va se faire un nouveau nom, sûrement sur la base de cette machine, qui va faire pas mal de bruit en France. Maintenant, ça reste un combat quotidien, de développer ce type de techno, de trouver les meilleurs ingénieurs, où on travaille ensemble, d'avoir Bien accès aux sûr. capitaux, voilà. Mais c'est tout Bah, écoutez, le bravo charme pour ces de pour la c start-up. ouais, bravo pour ces étapes, déjà franchies en tout cas et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup Merci Philippe beaucoup. Noton de la société Sea Pearl.